Le 20 février, c'est-à-dire hier, la chaîne Underscore a publié une vidéo au sujet du no-code, pour le moins problématique. Alors, je fais cette vidéo qui n'était pas vraiment prévue pour réagir à la vidéo d'Underscore qui s'appelle, en tout cas à l'heure actuelle, Pourquoi le no-code est un piège pour les startups. C'est une vidéo qui n'est pas trop préparée du tout, j'ai juste vu la vidéo de Mika et de son équipe qui interviewe en fait Arthur, qui est le fondateur d'une startup. Et pour vous la faire en deux mots, l'idée c'est juste d'interviewer cette personne qui a choisi une stack, donc des outils no-code pour créer sa boîte et qui s'est retrouvé après quelques mois, en tout cas quelques temps, à avoir des factures énormes et devoir tout refaire en code. Alors pourquoi je fais cette vidéo? En fait je trouve que l'axe éditorial qui a été pris par les équipes d'Underscore pour cette vidéo-là, au sujet du no-code, il est, comme je le disais, assez problématique. On a tendance dans la vidéo en tout cas à sous-entendre que tout est de la faute du no-code, sauf que pas vraiment en fait. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout initiés au code ou au no-code et qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont tout de suite mettre à la poubelle les potentielles utilisations d'outils no-code. Donc il est temps de remettre l'église au centre du village. Alors avant toute chose, avant de débattre, l'idée, je vais réagir sur certaines choses qui ont été dites dans cette vidéo. Le but, c'est pas du tout d'attaquer les équipes d'Underscore ou même de sous-entendre que la personne qui interviewait Arthur n'est pas compétente ou quoi, pas du tout. Mais c'est quand même important de remettre un petit peu les choses à leur place et d'éclaircir certains points pour les personnes à qui ça aurait pu faire peur. Pour récapituler, dans cette vidéo est interviewé Arthur, le fondateur de la startup Orsay, qui a développé une première version de son produit en no-code, qui lui a permis d'avoir un POC, un MVP très rapidement, d'avoir des premiers clients très rapidement, mais qui s'est vite vu confronté à des soucis et des limitations dans les outils no-code qu'il avait choisis, ce qui en a découlé des factures énormes et l'obligation de devoir refaire son application entièrement en code pur. Alors, je vais pas vous repasser toute la vidéo, le but c'est pas de faire un react de 2 heures, d'accord? J'ai juste sélectionné certaines parties de la vidéo où il y a des choses qui sont un peu approximatives ou un peu fausses d'ailleurs, qui sont dites, et donc le but c'est qu'on va les regarder ensemble et on va débunker un peu tout ça. Alors, il faut savoir avant de commencer que Arthur, il a choisi une stack qu'il connaissait bien, en tout cas à la base, qui est Airtable et Softer. Il disait qu'il utilisait déjà Airtable en amont de ce projet, et il y a quelque chose déjà qui m'interpelle dans ce qu'il dit au tout début de l'interview. Il explique qu'il avait 24 heures pour développer une première version de son produit, et que du coup, il est parti sur quelque chose qu'il connaissait bien, Airtable, et un outil facilement, en tout cas qui se prend en main facilement, Softer. Déjà, là, il y a une première chose qui m'embête. C'est pas parce que c'est du no-code que, déjà, tous les outils no-code correspondent à tous les projets, et que deux, c'est forcément facile à mettre en place et qu'on peut les mettre en place n'importe comment. Un projet no-code, ou même code, ça se prévoit en amont, ça s'anticipe, ça se réfléchit. Pour en revenir aux outils no-code, tous n'ont pas les mêmes capacités, tous n'ont pas les mêmes permissions, et tous n'ont pas la même modularité, la même agilité dans ce qu'ils peuvent proposer. En amont, il faut se renseigner sur ce dont on va avoir besoin et anticiper par la suite ses futurs besoins si jamais l'application vient à grossir, vient à scaler. Mais ça, on va y revenir juste après. À la 9e minute, à peu près, Arthur explique qu'il devait rajouter, en tout cas modifier des plans de table faits pour les chevaux dans son application, et que ce simple changement l'obligeait à tout modifier dans sa base de données parce que c'était très complexe. On écoute rapidement. Assez simple, quoi. Au bout de combien de temps tu as tes premiers problèmes avec cette stack initiale? Très rapidement, parce que rien que la semaine d'après, je finis la préparation de l'événement, etc. Tout se passe bien. L'organisateur m'appelle, me dit on a un problème. Il y a une tempête cette nuit. Il y a toute une partie des tentes qui étaient installées qui se sont envolées et qui donc du coup sont détruites. Et donc du coup il faut changer tout le plan. Mais les gens sont déjà sur la route, donc du coup il faut trouver un moyen de les alerter facilement qu'en fait on va changer le plan, mais qu'il n'est pas encore à jour parce qu'il faut déjà qu'on travaille dessus. Donc il a fallu commencer à envoyer des informations aux gens sur les pages, mais en ciblant parce que toutes les tentes n'étaient pas détruites. Donc il a fallu commencer à avoir des règles. Envoyer un mail sur une partie de la base de données. C'est ça. Et donc il a fallu commencer à mettre des filtres un petit peu plus sympas, et on se dit c'est facile, on va faire des... Ah oui, mais en fait non, parce que cette base-là, elle n'est pas connectée à celle-là, donc j'ai pas ça. Et puis en fait, on se rend compte qu'il faut passer par un circuit de logique et de workflow qui des fois est très compliqué pour une chose qui à la base paraît très simple. Et ça, c'est très intéressant ce qu'il dit dans ce passage-là. Alors il y a deux choses moi que je retiens, c'est que en fait dans son Airtable, c'est très compliqué de mettre des filtres, etc. Et en plus que l'outil n'est pas fait pour ça. Alors il y a deux choses. Déjà, alors moi je suis pas un expert, je connais, mais je suis pas un expert Airtable et Softer, mais dans un premier temps, tous les outils no-code ne se valent pas. Et tous les outils no-code, comme je l'ai dit, sont pas aussi permissifs que peuvent l'être les outils les plus évolués du marché.
Deux choses, une base de données, ça se prévoit en amont. Et ça, c'est pas que du no-code. En code aussi, on doit prévoir tout ce qu'on met dans notre base de données pour pouvoir justement, derrière, plus facilement la manipuler. Je le dis toujours, la base de données, c'est l'épine dorsale de son application. Si elle n'est pas bien designée en amont, c'est mort derrière, que ce soit du code ou du no-code. Effectivement, quand on se retrouve dans ce type de cas, eh bien, en fait, on peut absolument rien faire, ça va être un bordel pour tout modifier. Deuxièmement, peut-être qu'effectivement, sa stack ne permet pas de faire, en tout cas avec précision, de moduler sa base de données, et donc peut-être que c'était pas la bonne stack à choisir. Et là où peut-être je rejoins en tout cas ce qui est dit, c'est que encore plus en no-code, ça doit être peut-être plus punitif qu'en code, parce que en no-code, on dépend d'un outil qui a une logique précise, une logique que l'on doit suivre, et donc si en plus on n'a pas bien designé et pas bien suivi cette logique en amont, derrière, c'est très compliqué de revenir en arrière. Il y a un autre truc qui m'a vraiment choqué, c'est sur le nombre d'utilisateurs. À un bout d'un moment, Arthur parle du fait que Softr et Airtable rajoutent en tout cas des plans payants, en tout cas on doit rajouter de l'argent sur son plan payant de base pour pouvoir accueillir de plus en plus d'utilisateurs. Alors on écoute ça tout de suite. D'utilisateurs aussi, complètement. Le système fonctionne, donc je commence à en parler un peu plus, et donc on trouve d'autres clients et on commence à grossir un peu. Et en fait, Softr met une limite sur le nombre d'utilisateurs. Et donc plus il y a d'utilisateurs, plus il faut payer cher. Pareil sur Airtable, et en plus de ça, Airtable a une limite de champs dans la base. Ou alors sinon après il faut prendre des plans chez Airtable qui coûtent très très cher. Et donc du coup la seule astuce c'était de dupliquer les bases. Bon alors on va passer sur le fait que la limite de champ c'est pas exactement ça dans Airtable, mais ça je le laisse aux experts Airtable de le débunker. En tout cas sur la limite d'utilisateurs, en fait qu'est-ce que ça montre ici? Le fait qu'il y ait une limite d'utilisateurs à Softr et Airtable et qu'au bout d'un certain nombre d'utilisateurs on doive payer plus cher. C'est juste que Airtable et Softr, c'est pas fait pour développer des apps qui ont pour vocation à accueillir énormément d'utilisateurs. Si cette personne, si Arthur était passé sur un Bubble ou sur un Flutterflow ou sur un WeWeb avec un Xano ou un Supabase, il n'y aurait pas eu ces limites-là. Parce que ces outils sont faits justement pour accueillir énormément d'utilisateurs. Moi je connais des applications Bubble qui accueillent des milliers d'utilisateurs par jour et où on ne doit pas rajouter 20 $ ou 20 € tous les mois par utilisateur en plus. Parce que bien évidemment que c'est pas tenable. Mais à un moment donné, il ne faut pas acheter un vélo électrique, aller sur l'autoroute et s'étonner qu'on va moins vite que les voitures à côté de nous. Airtable et Softr, c'est pas fait pour faire ce type d'app. Et on en revient à mon premier point. Si Arthur s'était mieux renseigné en amont sur les technos qu'il devait utiliser, sur les besoins qu'il allait avoir et sur les outils, les permissions des outils, notamment en termes de nombre d'utilisateurs, il se serait très vite rendu compte que c'était pas la bonne stack à adopter et qu'il aurait peut-être fallu en choisir une autre. Et là, en tout cas pour conclure sur juste ce passage-là, on en vient à ma conviction personnelle, ça ne m'engage que moi. Il y a aujourd'hui, on parle beaucoup du no-code de manière générale, les outils no-code. En termes de développement applicatif, sur le marché à l'heure actuelle, il y a assez peu d'outils qui sont vraiment à la hauteur. Et je les ai cités juste avant, pour moi, Bubble, Flutterflow, WeWeb, Noodle et quelques autres. Et le reste, honnêtement, c'est fait pour faire des petits outils d'app interne ou des petits POC. Mais c'est pas fait pour faire des immenses applications, créer une start-up et aller lever des fonds. Et c'est ok, c'est pas grave. Si on est au courant de ça et qu'on se renseigne bien en amont, il n'y a pas de problème. À 11 minutes 40 à peu près, on va se remettre le passage, il nous parle de 100 $ pour 5 utilisateurs. Moi, 5 utilisateurs, c'est même pas un test, c'est pour faire tester les bêta users. Forcément, ça peut pas fonctionner et l'app, elle crash, c'est normal. Alors pareil, juste après, vers 12 minutes, on va aussi s'écouter l'extrait, la plupart des intervenants là s'entendent à dire que les outils, l'abonnement des outils no-code coûte très très cher et ça peut revenir beaucoup plus cher qu'avec du code de base. Je vous retrouve juste l'extrait. Client, le back-office commence à coûter très très cher à faire tourner. À un point où ça devient plus rentable carrément. À un point où ça s'est stabilisé, où globalement la licence payait les licences Softr et Airtable. Donc du coup c'était opération zéro sur le week-end. C'est ça que tu gagnes sur l'événement est entièrement dépensé. Pratiquement, sur la fin de l'année, 95% des charges de la société, c'était les outils no-code. Ah ouais. C'est quand même... Donc pratiquement tout part dedans, quoi. Attends, parce qu'il faut préciser. Juste après, d'ailleurs, il nous parle de 30 000 € de chiffre d'affaires et pour 28 000 € de stack no-code. Écoutez-moi bien, tous ceux qui me suivent et suivez et regardez la chaîne, ou si vous êtes un débutant que vous posez des questions. Si vous en avez pour 28 000 € de stack no-code à la fin de l'année, c'est soit que vous avez fait n'importe quoi avec votre stack no-code, soit que vous vous êtes fait arnaquer, soit un peu des deux. Mais honnêtement, il n'y a aucune stack no-code qui, normalement, si elle est bien faite, devrait vous coûter aussi cher. Ou alors, c'est parce que vous avez des centaines de milliers d'utilisateurs, et du coup, vous ne faites pas 30 000 € de chiffre d'affaires.
D'ailleurs, il y a un point aussi auquel je veux en venir, c'est que le no-code c'est très bien pour lancer des apps, mais ça rentre quand même dans une démarche globale entrepreneuriale. C'est à vous aussi de calculer ou d'estimer en tout cas les coûts que ça va vous coûter, de faire tourner votre app et d'adapter votre business model en fonction. Si vous faites 30 000 € de chiffre d'affaires pour 28 000 € de stack no-code et que ces 28 000 € étaient prévus, encore une fois, pour moi je vois pas comment c'est possible, mais admettons, bah, c'est que votre business model il est pas bon. Encore une fois, c'est pas la faute du no-code, c'est juste que votre truc est pas bon, vous n'avez pas bien anticipé les coûts et vous faites pas payer à la mesure de ce que vous dépensez vos clients. Tout simplement. Donc là, pour résumer, 28 000 balles d'outils no-code, ça vient pas du no-code, c'est juste que les outils sont pas adaptés, tout bêtement. Autre gros sujet que je voulais débunker, ça va être un peu un des derniers, je veux pas trop m'étaler, c'est sur le sujet du travail collaboratif sur les outils de no-code. Je vous retrouve le passage vers 13 minutes, il nous parle du fait qu'on peut pas travailler à plusieurs et que soi-disant ils ont récupéré des avis et des retours de personnes qui, dès qu'ils ont dû travailler en équipe, c'était la catastrophe. Recueillir d'autres témoignages où pour le coup c'était une vraie douleur quoi. Complètement. On m'a notamment raconté une histoire qui s'est passée lors de la création d'une application de mise en relation et de prise de rendez-vous. Pas du tout une application de rencontre, mais plus une application business, avec exactement la même stack que toi, Arthur. Donc c'était Airtable plus Softer. La personne qui s'est occupée de ce projet avait plein d'idées, il les met en place super facilement, vraiment, il est complètement convaincu, comme ce que tu as pu faire au début. Mais très vite, pour lui, arrivent deux gros problèmes. Déjà, en fait, lui, il était au sein d'une structure, et donc d'autres personnes rejoignent le projet, parce que là, il commence à y avoir de l'attraction sur le projet. Et en fait, très vite, ça devient impossible de le maintenir correctement, parce qu'il y a des dépendances un peu de tous les côtés, et quand quelqu'un change quelque chose, ça casse autre part. Et en fait, vu que tous les membres de l'équipe n'ont pas tout le contexte, mis à part la personne qui a lancé le projet, en fait, c'est très compliqué pour eux de changer quelque chose parce qu'ils ont l'impression de faire des bêtises à chaque fois. Et donc, en fait, ils se résout un peu à plus ou moins gérer l'outil tout seul. Ou alors, Bref, on va pas s'étendre sur ce passage. En gros, l'idée, qu'est-ce qu'ils disent ici, c'est que avec cette fameuse stack encore Softer plus Airtable, il n'y a pas de gestion de branche de développement. En code, une branche, c'est en fait une copie du code actuel, et en fait, ça permet de travailler en équipe, c'est-à-dire que tout le monde travaille sur sa propre branche, en tout cas pour développer des fonctionnalités parallèles, et après, on va faire ce qu'on appelle un merge, c'est-à-dire qu'on va merger toutes les branches, on va fusionner le code de toutes les branches pour justement éviter que ça casse des choses, et si ça doit, normalement, le système de fusion nous alerte qu'il y a des choses qui vont être cassées pour pouvoir les réparer, et ça permet en fait de fusionner toutes les modifications en une seule pour pouvoir travailler tous ensemble, en tout cas que tous les développeurs travaillent ensemble et ne se tirent pas dans les pattes. Le problème ici, et encore une fois, là il nous parle de la stack Softer plus Airtable. Mais encore une fois, parce que peut-être que Softer et Airtable, c'est pas des outils qui sont faits pour des grosses équipes, sur des grosses boîtes, pour monter des projets énormes. Moi, je vais prendre l'exemple de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire Bubble. Bubble, ça fait plusieurs années qu'ils ont un système de branches, et sur lesquels on peut développer différentes choses à plusieurs, avec un système de merge, et tout ça. Parce que Bubble, c'est fait pour faire des applications qui sont à l'échelle, scalables, et d'avoir un développement agile. Et c'est normal. Et donc, ce qui me gêne un peu dans ce passage, c'est qu'on sous-entend que les outils no-code ne sont pas faits pour travailler à plusieurs. C'est pas vrai. Certains le sont et certains le sont pas. Et encore une fois, il faut se renseigner en amont et il faut ne pas prendre n'importe quoi. À ce niveau-là, c'est un peu l'erreur que font beaucoup de gens. Cette stack, la Softer Airtable, je la vois partout. Et étonnamment, à chaque fois que quelqu'un met en avant cette stack, c'est quelqu'un qui a aucune connaissance technique, aucune connaissance en code, et qui du coup dit « Ah bah oui, mais c'est super simple à prendre en main, vas-y, je le fais ». Ouais, mais si c'est simple à prendre en main, c'est que forcément derrière, ça va pas être très permissif, ça va être très rigide, et ça va pas permettre de faire énormément de choses. Et c'est un petit peu le piège. On nous vend du no-code un peu à toutes les sauces, dans les pubs, les machins, les trucs, vous avez sûrement dû en voir passer, où on nous vend un truc magique que vous allez pouvoir prendre en main en 24 heures et créer votre app le surlendemain. Ouais, mais sauf que non. Parce qu'en fait, si c'est facile à prendre en main et si c'est vraiment rapide pour développer sans avoir aucune connaissance technique, c'est forcément quelque chose de très rigide. Voilà, tout simplement. Plus c'est simple, moins ça va être permissif. Et donc ça, il faut aussi le prendre en compte. C'est pas parce qu'on fait du no-code, et d'ailleurs le terme est vraiment pas bon je trouve, que ça va aller vite et que c'est rapide. Le no-code nécessite une expertise technique et nécessite des connaissances de base en architecture, de base de données, en compréhension des workflows, des API, etc. Donc Airtable et Softer, moi c'est un peu ma conviction, c'est pas fait pour faire des grosses apps.
Et c'est pas grave, il faut juste en avoir conscience. Alors je tiens quand même à souligner un truc, et c'est vers la 18 minutes 30 je crois, il faut quand même le souligner, hein. Arthur il le dit, on n'est pas forcément obligé de passer sur du code, il faut juste bien choisir ses outils. Et ça je trouvais ça vraiment très bien qu'il le remarque, c'est que oui je pense que là dans son cas, lui il s'est foiré au début, mais c'est pas pour ça que tous les outils no code auraient foiré sur son projet. Il faut choisir le bon outil adapté à son bon cas d'usage. Il dit un truc aussi très intéressant, en tout cas il le sous-entend, il dit c'est pas pour ça qu'il faudra pas passer sur du code à terme. Vaste sujet aussi qui mériterait sa propre vidéo. En 2 mots, j'en profite puisque je suis là pour vous donner un peu mon avis là-dessus. Je pense que ça dépend de la finalité de votre projet. Si vous êtes solopreneur, que vous lancez une app et que l'idée c'est d'avoir 500, 600 utilisateurs et développer le truc et le laisser un peu tourner comme ça, je vois pas l'intérêt de passer sur du code. Maintenant, si demain, effectivement, vous voulez vraiment lancer un truc, scaler, aller à l'international, lever de plus en plus de fonds, etc., il est vrai qu'à un moment donné, le no-code, ça aura quand même des limites d'un point de vue volumétrie de base de données et même en termes de juste la problématique de la propriété du code. Hein. Et donc, effectivement, sur ces sujets-là, peut-être qu'il faudra envisager de passer sur du code. Mais toujours est-il que vous pouvez aller extrêmement loin avec des outils no-code. Enfin, dernier mini-réact sur un passage, c'est à peu près vers 30 minutes. Enseignement, c'est que, en fait, même quand on fait du no-code, il est important d'avoir une connaissance. Et alors, de ce que j'ai compris, en fait, le résultat, c'était... Et au final, ils ont abandonné 2 fois. Donc la première fois quand ils ont fait leur bubble de leur côté, la deuxième fois avec cette agence, 2 abandons de suite, ils ont fini par trouver un dev. Et depuis, tout roule. Et pareil, cet extrait, je sais pas quoi dire. En fait, là, pour vous me remettre en contexte, hein, ils expliquent qu'il y a une équipe de personnes qui a voulu créer une application. Ils sont passés par Bubble, ils ont essayé de le faire eux-mêmes. Ça a foiré, ils ont abandonné. Ils sont passés par une agence qui leur a fait n'importe quoi. Ils ont arrêté et finalement, ils sont passés par un développeur qui leur a fait une app en React Native. Et depuis, tout marche bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais en fait, ça veut rien dire. Moi, là, en tout cas, de ce que je comprends, c'est que cette équipe qui a fait son premier POC sur Bubble et qui a finalement abandonné, c'est parce qu'ils ont cru que c'était très facile, ils ont voulu aller très vite, et puis en fait, ils se sont rendus compte que non, Bubble, c'est compliqué, ça nécessite des connaissances techniques en amont, ça nécessite de s'approprier l'outil, on peut pas faire n'importe quoi avec la base, et si on fait n'importe quoi, le projet, il est intenable, et on arrête. Donc déjà, la première abandon, c'est juste de leur faute. Et moi qui suis coach Bubble et qui accompagne énormément d'entrepreneurs et d'entreprises, je le vois, vous êtes extrêmement nombreux à sous-estimer la difficulté, la courbe d'apprentissage de l'outil. Mais c'est aussi pour ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure, plus un outil va être complexe à prendre en main, enfin en tout cas, plus un outil nécessite une prise en main un peu longue, plus il y a des chances qu'il soit vraiment agile et qu'il se permette de créer des projets à l'échelle. Donc c'est une bonne chose. Donc pour moi, ce premier abandon, en fait, c'est juste leur faute. Et la deuxième fois, ils parlent d'une agence no-code comme si toutes les agences no-code étaient nulles et faisaient n'importe quoi avec le truc. Non, c'est pas vrai. C'est peut-être parce que là, ils sont tombés sur de mauvaises agences. Et ils auraient pu aussi, la troisième fois, quand ils ont embauché le dev des React Native, tomber sur un dev incompétent qui leur aurait fait n'importe quoi et ils auraient abandonné. Donc pareil, voilà, c'est un truc un peu... ils le disent pas vraiment, mais ils sous-entendent que c'est une généralité. C'est pas le cas, c'est pas vrai. Et pour rebondir sur Bubble, ouais, c'est un outil qui nécessite de la prise en main et c'est pas un truc pour débutants. Il faut du temps. Moi, dans mes programmes d'accompagnement qui durent 2 mois, qui est mon programme phare, que vous êtes très nombreux à avoir rejoint, en fait, même au bout de 2 mois, on n'est pas un expert Bubble. On a toutes les bases, on est autonome sur Bubble pour continuer d'apprendre, mais on a encore énormément de choses à apprendre. Moi-même, ça fait plus de 4 ans que j'utilise Bubble quasi quotidiennement, et toutes les semaines, j'apprends des nouvelles choses. Bref, pour conclure cette vidéo qui commençait un petit peu à s'éterniser, encore une fois, le but, c'est pas de cracher sur le travail d'Underscore, c'est pas ça. Je pense que là, ils ont été maladroits dans cette vidéo, et c'était important de remettre un petit peu certaines choses au clair pour pas que certaines personnes qui ne sont pas expérimentées et qui essayent de trouver des informations ne soient pas... je dirais, trompé par ce qui pourrait être dit, même si là, je trouve que l'axe éditorial est un peu mensonger quand on a un titre comme pourquoi le no-code est un piège pour les startups, on sent déjà le parti pris dès le titre. Et c'est dommage. Maintenant, encore une fois, je l'ai dit, c'est du marketing, il faut que ça clique, c'est le jeu. Voilà. Par rapport à Arthur, pareil, je sous-entends pas du tout que cette personne, que je ne connais absolument pas, n'est pas compétente ou quoi, il paraît qu'il est dev à la base. Le but, c'est juste de dire que, voilà, il a été trop vite au début, il s'est trompé de stack et il s'en est mordu les doigts. Mais le raccourci qui est fait dans la vidéo de dire que c'est la faute du no-code, non, c'est pas vrai. C'est une erreur de préparation en amont, un manque de préparation qui fait que la stack n'était pas adaptée au projet et que du coup, ça n'a pas pu évoluer, ça n'a pas pu continuer.
pour parler de ce que je connais, tous les problèmes qui ont été évoqués par rapport à cette stack Software Airtable, ils auraient tous pu être évités, en tout cas sur Bubble, avec une bonne préparation. Parce que Bubble est fait pour faire des grosses applications à l'échelle. De même que tous les problèmes qui ont été évoqués auraient pu être rencontrés en code avec une mauvaise préparation. C'est la même chose. Finalement, on parle du no-code comme si c'était vraiment propre à ce type d'outil, mais non, un dev React aurait fait les mêmes erreurs si il s'était dépêché, avait fait n'importe quoi. C'est pareil, à part les problèmes de pricing, le reste, c'est juste de la préparation finalement. Je pense notamment au design de la base de données. Si tu fais même en code une base de données qui ressemble à rien, bah derrière, quand tu veux modifier des tables, ça va être un enfer. C'est pareil. Donc pour conclure, il ne faut pas oublier que le no-code, ça reste du développement, ça nécessite de la connaissance technique, ça nécessite de monter en compétence sur l'outil et de bien connaître les outils et leurs limites. C'est pas quelque chose où on se lève le matin, la tête enfarinée, et se disant bah tiens, ce soir je vais lancer une app, allez, je prends un outil no-code n'importe lequel et c'est bon, ça marche, c'est trop bien. Et si on fait ça, si derrière ça foire, il faut pas venir en disant ah, c'est la faute du no-code. Non, c'est pas la faute du no-code, c'est ta faute parce que tu t'es pas bien préparé. Bref, encore une fois, je le redis, j'adore le travail d'Underscore et de leur équipe. Je ne connais pas du tout Arthur et je suis sûr que c'est quelqu'un de très compétent. Je pense que pour lui, c'était surtout une belle opportunité d'aller présenter sa boîte et d'avoir un petit coup d'éclairage sur son business. Moi-même, si j'avais l'opportunité d'aller intervenir sur l'émission d'Underscore, je le ferai. Donc il n'y a aucun problème, mais je pense que c'était très important de remettre ces petites choses au clair. Et pour terminer, est-ce que le no-code est un piège pour les startups? Non, pas du tout. Je pense d'ailleurs que c'est même la meilleure solution pour aujourd'hui lancer son application à moindre coût et surtout dans un temps réduit. Mais il faut bien s'y prendre et bien s'y préparer. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Lancez bien vos apps et surtout préparez-les bien en amont. Allez, ciao!